で、次はどっちの方角だ、女。多分こっちだよ。Aujourd'hui, il va falloir faire preuve d'un peu de respect envers l'une des héroïnes du monde de Bleach, un personnage vital au développement de notre héros, et qui nous propose plusieurs moments d'émotion désormais cultes en plus d'être ultra mignonne. Je parle bien entendu d'Orihime Inoue, la camarade de classe un peu loufoque et future femme d'Ichigo. Soyons clairs dès le début, Orihime est un personnage que j'adore, mais qui est trop souvent l'objet de critiques injustifiées selon moi. Je dis pas que c'est un excellent personnage, attention, mais je pense qu'elle est bien plus impactante que ce que beaucoup semblent penser, et elle nous propose un développement intéressant tout au long du manga, à travers des passages où elle fait preuve d'une grande humanité. Mais avant de commencer, je tiens comme toujours à vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne au fil des vidéos, qui fait vraiment plaisir et qui me motive grandement à continuer de produire du contenu. Bref, maintenant que tout est dit, parlons d'Orihime Inoue. Est-ce que vous connaissez la légende des larmes d'Orihime? Au Japon, il existe une fête appelée Tanabata, qui rend hommage à la légende de la princesse Tisserand d'Orihime. Cette histoire raconte la rencontre d'une princesse Tisserand et d'un humain qui tombe amoureux, mais qui sont ensuite séparés par le père de la princesse. Finalement, il leur accorde la faveur de pouvoir se retrouver un jour par an, le 7e jour du 7e mois de l'année. L'histoire raconte que la première fois qu'ils se retrouvent, une rivière les sépare, et c'est en se mettant à pleurer que la princesse aurait attiré des animaux qui ont alors construit un pont pour relier les deux amoureux. Oui, ça a l'air d'être n'importe quoi, mais bon, c'est les légendes à l'ancienne. Et en plus, je raconte mal. Bref, dernier truc, dans la légende, il est dit que s'il pleut en ce fameux jour, les deux ne pourront pas se réunir. En plus de porter le même nom que la princesse Tisserand, il arrive à plusieurs reprises dans Bleach que les pleurs d'Orihime aient un gros impact sur Ichigo, et permettent aux deux de se retrouver, genre le combat contre Grimmjow par exemple. Mais cette histoire de pluie aussi peut être mise en parallèle avec Bleach et le perso d'Inoue. Déjà comme vous le savez, la pluie dans Bleach est toujours synonyme de tristesse et d'amertume, tout comme dans la légende. Mais on peut aussi faire référence à cette réplique d'Orihime dans l'anime, qui dit « Si j'étais la pluie, est-ce que je pourrais relier deux cœurs, comme la pluie relie la terre et le ciel ?» Elle dit ça après avoir appris qu'Ichigo avait perdu sa mère, tout comme elle a perdu son frère, et c'est à ce moment qu'elle commence à réellement cerner la personnalité du Shinigami remplaçant. Mais selon l'anime ou le manga, les traductions diffèrent. Dans le manga, en français en tout cas, elle ne se pose pas cette question par rapport à la pluie, mais dit simplement qu'elle comprend un peu mieux Ichigo. Enfin voilà, je pense que pour commencer, c'était intéressant d'évoquer brièvement cette histoire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour moi, il y a deux arcs majeurs pour Orihime, l'arc Shinigami remplaçant et l'arc Arrancar, même si elle a quand même un rôle à jouer dans le reste de l'histoire. Le personnage nous est dévoilé dès le tome 1, et dans ce premier arc, on a surtout trois choses qui sont mises en avant chez Orihime. Déjà, son amour pour Ichigo, qui est d'abord montré de manière drôle et légère, mais qui aura par la suite l'occasion de se développer, notamment lorsqu'Orihime se mettra à réellement appréhender la personnalité d'Ichigo, et à comprendre son passé. Ici au moins on a des raisons tangibles qui font qu'Orihime aime Ichigo. Au début elle le kiffe juste parce qu'il est cool, mais petit à petit elle se découvre plein de vraies raisons de l'aimer. Deuxième point mis en avant, sa personnalité un peu bizarre et distraite, mais qui cache en fait beaucoup de perspicacité, une grande gentillesse et un véritable amour pour ses proches. Orihime a été élevé par son frère, après que ce dernier se soit enfui de chez lui avec elle, car leurs parents c'était des gros cassos. Mais il est finalement décédé, ce qui fait d'elle une adolescente qui doit se débrouiller seule, et qui s'est souvent fait harceler, notamment à cause de ses longs cheveux orange. Franchement moi je la trouve trop touchante dans cet arc, et comme si elle en avait pas eu assez, son frère va revenir en holo pour la tuer. C'était l'époque où on découvrait les holos, et on nous dit que ceux-ci ont pour priorité d'aller manger l'âme des personnes qu'ils aimaient le plus, ce qui est plutôt glauque. C'est la première fois qu'elle est confrontée à un holo, et elle fera preuve de beaucoup de maturité et de courage. Alors qu'elle était dévastée par la mort de son frère, ses rencontres avec Tatsuki et Ichigo lui ont permis d'aller de l'avant, de devenir plus forte, mais elle n'a pas oublié sa famille pour autant. Cependant son frère juge que comme elle ne prie plus pour lui, elle l'a oublié, et alors qu'il tente de la tuer, elle se jette dans ses bras. Elle parvient donc d'elle-même à calmer l'âme de son frère, qui pourra finalement être apaisée, et tout ça c'est vraiment la base du perso, c'est de cette manière qu'elle débute dans l'histoire. J'aime beaucoup le moment où elle dit à son frère qu'en fait, elle voulait simplement lui montrer qu'elle était heureuse, et qu'elle avait réussi à faire son deuil. Avec le duo Ichigo-Orihime, Kubo a voulu pour moi nous proposer des personnages humains, réalistes, auxquels il est facile de s'identifier. Ils n'ont pas de but précis si ce n'est de protéger ceux qui leur sont proches, et leurs actions sont majoritairement motivées par ce besoin. C'est quelque chose qu'on peut reprocher, certains préfèrent les personnages plus actifs, qui agissent d'eux-mêmes pour un but bien défini, là où Ichigo et Orihime sont plus passifs, et réagissent aux événements autour d'eux. Mais en ce qui me concerne, c'est loin d'être un défaut d'écriture. En parlant de protéger, ça nous mène au troisième point mis en avant dans cet arc, le désir d'Orihime de protéger justement. Pour moi, les deux personnages se complètent, et Kubo nous le montre de plusieurs façons. Et je vais évoquer la moins pertinente d'entre elles, Ichigo a les cheveux orange, Masaki a les cheveux orange, enfin orange foncé, et Inoue a les cheveux orange. Donc selon le théorème des cheveux orange, ça veut dire qu'Ichigo aime Inoue, voilà, rip la team Ichiruki. Non, sérieux, on voit vite qu'Ichigo est différent quand il s'agit d'Inoue.
Même s'il fait genre de s'en foutre, il est très observateur avec elle et il se soucie de son bien-être. Mais c'est quand elle va apprendre de Tatsuki des infos sur le passé d'Ichigo qu'elle comprendra un peu plus le personnage. Tatsuki est bien entendu la meilleure amie d'Orihime, mais aussi une amie d'enfance d'Ichigo, et elle sait des choses sur son passé que son ami ignore. En apprenant l'histoire de l'enfance d'Ichigo, sur laquelle on reviendra dans sa vidéo dédiée, elle se rend compte de ce que lui et sa famille ont enduré, et comprend son envie bornée de protéger les autres. C'est pour ça qu'elle parle de compassion à sens unique. En gros, elle fait référence au fait que c'est dans la nature d'Ichigo de protéger, et qu'il n'attend rien en retour. Et il en sera de même pour elle, qui obtiendra aussi le pouvoir de protéger les autres. Et là, bon, on rentre dans les choses qui font débat. Comme vous le savez, après un incident avec un holo, Tatsuki est mal en point, et c'est ici qu'Inoue débloquera son pouvoir, qu'elle tire de sa fameuse barrette, un cadeau de son défunt frère auquel elle tient énormément. A première vue, ses pouvoirs sont simples, elle peut attaquer avec Tsubaki, qui se rappelle de Tsubaki quand même. Moi je le trouvais giga stylé à l'époque. Ensuite, elle peut a priori se défendre à l'aide d'un bouclier, mais aussi soigner les gens. Enfin, pour le moment, ça a l'air d'être ça, mais on reviendra sur ses vraies facultés plus tard. Quoi qu'il en soit, elle a de nouveau démontré un grand courage en se débarrassant du holo qui les menaçait et en sauvant Tatsuki. Et maintenant, elle va être confrontée à un choix. En gros, Urahara lui demande si elle souhaite se servir de ses pouvoirs et les mettre à profit pour combattre les holos. Et elle acceptera après que celui-ci lui ait montré à quel genre de bataille Ichigo prenait part. On apprend ici qu'Inoue se rappelait en fait de l'incident avec son frère Holo, et le fait qu'elle avait déjà vu Kurosaki sous sa forme de Shinigami. Parce que oui, Rukia était censé avoir altéré sa mémoire, et Orihime n'avait rien dit là-dessus. Ça nous montre que c'est pas une random qui peut se faire substituer sa mémoire facilement au final, mais aussi qu'elle n'a pas voulu questionner Ichigo. Parlons d'un dernier passage de cet arc, celui où Inoue vient soutenir notre héros, après que Rukia ait été ramené à Soul Society. Il est alors en plein doute, et c'est Orihime qui va lui faire regagner sa confiance et sa motivation. Ichigo pensait être le seul à se souvenir de Rukia, mais en fait Inoue se souvient très bien aussi, alors que tous les autres dans leur classe semblent l'avoir oublié. Elle va donc lui dire qu'il se doit d'aller la sauver, alors que de son côté, elle compte y aller aussi, dans le but de le protéger. Elle a clairement vocation ici à être celle qui soutient Ichigo et le protège, pendant que lui protège les autres. Et maintenant, ça va être le moment de l'entraînement, où Orihime va réaffirmer sa détermination face à Yoruichi, qui va l'entraîner en vue de participer à l'assaut sur Soul Society. Pour moi, en tout cas, cet arc, c'est du très bon pour Orihime. On a affaire à un personnage intéressant, drôle, avec une backstory plutôt triste, mais qui surmonte à sa manière les épreuves, et qui témoigne d'une réelle envie de protéger ses amis, de se rendre utile et de prouver qu'elle n'est pas qu'une fille distraite qui mange des plats chelous ultra dégueulasses. Mention spéciale à cette planche que j'avais complètement oubliée avant de faire cette vidéo, encore une preuve claire de l'amour évident entre Orihime et Ichigo. On arrive sur l'arc Soul Society, mais on va pas trop s'y attarder. Ici, Orihime n'est pas énormément mise en avant, et pour moi le plus important c'est qu'on constate qu'elle n'est réellement pas faite pour le combat. Ou du moins elle ne dispose pas d'un pouvoir d'attaque suffisant pour être en mesure de battre des adversaires forts, et ses capacités sont bien plus utiles en tant que soutien. On aura aussi droit à pas mal de passages bien drôles avec Oryu, avec Kenpachi entre autres, mais rien de vraiment notable. Ce qui va être intéressant c'est l'arc Arrancar, où elle sera mise à l'écart par Urahara. En se retrouvant face à Yami et Ulquiorra, elle ne pourra protéger personne, et c'est vraiment à ce moment qu'elle se sent inutile, alors qu'Ichigo se fait détruire sous ses yeux. C'est un passage triste, mais c'est un fait, au niveau offensif, Orihime est très faible. Mais ça veut pas dire qu'elle est inutile au combat pour autant. En tout cas, c'est à partir de là qu'on commence un arc très intéressant pour le personnage d'Orihime. On va appeler ça l'arc de la remise en question. On voit ici clairement l'influence qu'elle a sur Ichigo, et vice versa. Pendant le combat avec Yami, Inoue avait direct senti qu'Ichigo était pas comme d'habitude, à cause de son holo, rappelez-vous. Elle a aussi remarqué que Shinji, qu'on a rencontré il y a peu, avait des intentions mystérieuses par rapport à Ichigo, et elle s'en inquiète grandement puisqu'elle va aller le questionner avec Chad. Mais après le combat contre Yami, les deux sont très troublés. Ichigo a failli voir ses amis mourir, et n'a pas pu protéger celle qu'il aime, alors qu'elle est très tourmentée car elle sent le doute chez notre héros. On voit ici qu'elle tente de tout faire pour ne pas l'inquiéter, et c'est un des aspects de sa personnalité que j'aime beaucoup. Ici, c'est Rukia qui va permettre aux deux d'aller mieux, en apportant son soutien à Ichigo, qui sera forcé de s'excuser pour avoir inquiété Inoue. Et après, il y en a encore qui disent qu'Ichigo aurait dû finir avec Rukia. D'ailleurs, regardez cette phrase de Karine, quand on a Ishin qui essaye d'écouter à la porte d'Ichigo alors qu'il est avec Rukia. Elle dit que tant que c'est pas une fille du niveau d'Orihime, y a rien à craindre. Bon allez, promis, j'arrête de parler de ces conneries. Ce moment qu'on a évoqué avec Rukia, comme je l'ai dit, a permis de redonner le moral à Ichigo, et ainsi à soulager Inoue. Mais le problème, c'est qu'elle va ressentir de la jalousie envers Rukia, car c'est sa venue qui a permis à Ichigo de se reprendre. On a encore une fois une réaction très humaine chez le perso, qui bien qu'adorant Rukia, ne peut s'empêcher de ressentir cette jalousie, et elle s'en veut à mort pour ça. Cette fois, c'est Matsumoto qui parviendra à l'aider, en faisant preuve de pas mal de maturité pour le coup, même si Kubo a pas pu s'empêcher de dessiner cette scène avec Matsumoto à poil dedans. Selon elle, en faisant face à ses sentiments, et en les acceptant, en montrant de la culpabilité, elle prouve qu'elle est loin d'être une personne mauvaise ou inutile. On a donc une Inoue un peu déprimée en ce début d'arc, ce qui fait sens étant donné les raisons évoquées.
Encore une fois, je pense vraiment que le but de Kubo ici est d'appuyer l'aspect humain du personnage, qui traverse une petite crise que n'importe qui a déjà subie au cours de sa vie. Et je précise encore une fois que je suis pas en train de dire que c'est du génie ou du jamais vu, juste que pour le moment on est sur quelque chose de cohérent et intéressant. En parallèle à ça, Ichigo est lui aussi en déprime, et au final les paroles de Rukia, bien qu'elles aient servi, sont loin d'avoir effacé sa peur et son anxiété. Et s'il est anxieux, Orihime forcément est pas bien, ce que Kubo nous montre selon moi à de nombreuses reprises à travers son dessin. Regardez-moi ces expressions sur le visage d'Orihime, après qu'Ichigo ait laissé Rukia se faire fumer sous ses yeux par Grimmjow. Et après que celui-ci ait décidé de rejoindre les Vizards pour réussir à dompter son holo intérieur, Inoue sera la seule en mesure de retrouver sa trace, et pourra pénétrer dans la barrière mise en place par Hachi, un fait normalement impossible. D'après lui, elle posséderait un pouvoir similaire au sien, et c'est pas la première fois qu'on a des persos qui s'étonnent de son pouvoir. À la fin de l'arc Soul Society, Unohana avait remarqué que ses pouvoirs de guérison étaient hors normes, et même Aizen va être intéressé par son pouvoir, qu'il qualifie de très intéressant. Au moment où elle retrouve Ichigo chez les Vizards, son échange avec lui va encore une fois la chauffer à devenir plus forte, mais c'est juste après qu'Urahara va lui donner l'ordre de rester éloigné des combats, en utilisant des mots très durs pour lui faire comprendre. Bien entendu, il fait ça dans le but d'éviter qu'elle soit blessée, mais ses paroles sont lourdes, et c'est un peu ce qui va faire craquer la jeune fille, qui ne se sent plus du tout légitime malgré ses capacités. Alors oui, après ça elle pleure, elle est vulnérable, mais du coup est-ce que ça en fait un mauvais personnage? Encore une fois, son humanité est mise en avant. C'est parfaitement logique qu'elle craque à ce moment, être mis à l'écart par son groupe c'est quelque chose de dur à supporter, surtout après tout ce qu'elle a pris. Et cette fois-ci, c'est deux personnages qui parviendront à la remettre sur les rails, Rukia et Hachi. Dans la relation Ichigo-Inoue, Rukia joue le rôle de la grande sœur, la meilleure amie qui fait tout pour leur bien-être. Elle forcera Inoue à faire face à la situation, alors que comme à son habitude, elle garde le truc pour elle pour éviter d'inquiéter. Hachi, de son côté, va la rassurer quant à ses capacités, en lui disant qu'elles sont loin d'être inutiles, et que c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. Il sera aussi capable de faire revenir Tsubaki, qu'elle avait perdu car Yami l'avait détruit. C'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'Urahara l'a mise de côté, du coup là on nous suggère qu'Orihime pourrait au final être utile au niveau offensif, même si Hachi lui dit bien que logiquement, si ses pouvoirs ressemblent aux siens, elle pourra pas vraiment combattre. Quoi qu'il en soit, à partir de là, Inoue est déterminée à devenir plus forte, pour pouvoir protéger Ichigo, et elle va s'entraîner avec Rukia à Soul Society. Mais malheureusement, c'est peu après qu'elle sera kidnappée par Ulquiorra, qui fait partie du plan d'Aizen pour attirer ses ennemis au Wekamundo. Alors déjà, le tome 27, c'est dans le top 5 des meilleures couvertures de Bleach, je veux rien savoir. Ici, Inoue n'a pas le choix, et va devoir suivre Ulquiorra au Wekamundo. Elle aura le droit de dire au revoir à une seule personne, ce qui lui est autorisé car Aizen veut faire croire qu'elle est partie avec eux de son plein gré. Et après les paroles d'Urahara, c'est une éventualité qui est pas à exclure en vrai, même si bien sûr ce n'est pas le cas. C'est là qu'on a ce fameux moment entre Ichigo et Inoue, le passage mémorable des au revoir. Inoue sait qu'elle n'a pas le pouvoir de protéger tout le monde avec ses capacités, mais va tout de même essayer à travers ses actions de mettre à l'abri les autres. Bon, je vais pas vous refaire le fameux passage, à la place on va se le mettre en animé, et si au final vous voyez pas d'image, c'est que je me suis fait claim par TV Tokyo. Ah là là, tellement d'émotions. Mais maintenant, Inoue rejoint le Wekamundo, sous prétexte qu'Aizen souhaite se servir de ses pouvoirs. Et c'est là qu'on commence les problèmes selon moi. On nous fait penser plusieurs fois que le pouvoir d'Orihime va être décisif. Genre Aizen fait l'impressionner, il lui montre le Hogyoku, du coup j'étais sûr et certain que les pouvoirs d'Orihime parviendraient genre à annuler le Hogyoku. Parce que oui, sa vraie faculté c'est de pouvoir repousser ou rejeter la réalité. D'après Aizen, elle peut bousculer l'ordre établi. Et avec tout ça, on est chaud, mais au final, elle aura aucun impact sur sa défaite. Alors est-ce que Kubo a pas assumé? Est-ce que c'est les éditeurs? Est-ce que je dis de la merde? Grande question. Mais tout de même, c'est probablement ma plus grande déception quant à Orihime. Quand Aizen lui montre le Hogyoku, elle prend pour objectif justement d'utiliser ses pouvoirs pour le détruire, car selon Aizen, elle pourrait en être capable. Mais en vrai, l'ex-capitaine s'amuse juste, on le voit aussi quand Ulquiorra raconte à Neutra le plan pour la briser psychologiquement. Elle sera d'ailleurs souvent tourmentée par les Arrancars pendant son séjour, mais finira par nouer une relation très particulière avec l'Espada numéro 4, qui lui apprendra que ses amis sont venus la secourir, même si selon lui c'est inutile. D'ailleurs rien à voir, mais elle est pas trop stylée dans sa tenue d'Arrancar là. Encore une fois, lors de cet arc, les sentiments d'Ichigo et Inoue vont entrer en résonance, à plusieurs reprises. Elle va devoir assister plusieurs fois à des scènes où Ichigo se fait botter le cul, sans pouvoir rien y faire. Elle est apeurée par son côté holo et son masque, et sa peur se transmet à Ichigo. Elle a d'ailleurs selon moi un effet néfaste sur lui, et le fait qu'il fasse peur à la fille qu'il vient sauver en risquant sa vie, ça le déconcerte. Et là, c'est Nel qui va être un soutien pour Orihime, qui à son tour parviendra à soutenir Ichigo, et à lui faire remporter la victoire. Je pense que maintenant la dynamique entre ces deux-là est évidente. Nel aidera donc Inoue à surmonter sa peur, lui faisant comprendre qu'il n'y a rien à craindre et que même s'il semble différent, elle a bien en face d'elle le vrai Ichigo, qui est venu jusqu'ici pour elle. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est d'abord l'inverse. Au début, c'est Orihime qui réconforte Nel,
alors qu'Ichigo combat Grimmjow sans utiliser son masque. Enfin bon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais vous savez à quel point j'adore ces passages au Wekomundo, et le moment où Orihime, en larmes, implore Ichigo de ne plus se blesser, peu importe qu'il gagne ou qu'il perde. Et quand je vois que certains résument le personnage à répétition dans l'anime, j'avoue que ça me gonfle. C'est vrai que dans l'anime c'est un peu abusé, mais dans le manga c'est pas le cas du tout. Et c'est juste après ça qu'Ichigo fume Grimmjow. Et regardez son regard, genre juste après qu'elle ait dit ça. Ça fait toute la différence. Inoue est vital au perso d'Ichigo. Et leur retrouvaille après ce combat, franchement si vous êtes fan de Bleach, vous pouvez pas être imperméable à ça. D'ailleurs tout à l'heure je disais que Rukia jouait un peu le rôle de la grande sœur pour les deux, mais cette fois on pourrait clairement dire que Nell c'est la petite sœur. Enfin bon, malheureusement Inoue a pas fini de voir Ichigo se faire éclater sous ses yeux, là c'était juste un avant-goût. Heureusement elle va pouvoir le soigner après que Kenpachi soit venu prendre le combat contre Noitra en main. Et c'est un bon moment pour rappeler que même si elle peut rejeter les blessures de ceux qu'elle soigne, elle ne peut pas restaurer leur énergie spirituelle. Je vais pas revenir en détail sur le délire avec Ulquiorra par contre, puisque j'en ai déjà parlé en long et en large de tout ça dans la vidéo sur l'Espada numéro 4, mais ce qui est sûr c'est qu'Ichigo et Inoue, mais aussi Uryu, ont tous participé au changement chez lui. C'est à travers leurs mots et leurs actions qu'il a compris ce que représentaient le cœur et les sentiments humains. Et ça fait parfaitement sens puisque comme je le dis depuis le début, Ichigo et Inoue sont définis par leur humanité, et par le fait qu'ils grandissent, apprennent des autres, et gagnent en maturité tout au long de l'œuvre. La tension et l'émotion de ce passage sur les toits de Las Noches, en plus d'être mémorables, sont le point culminant de la première partie de l'arc à Rancard. Mais on peut dire que c'est aussi la fin de l'implication d'Inoue et de son arc de la remise en question, comme on l'a appelé tout à l'heure. Un peu dommage comme je l'ai dit, mais on en a eu beaucoup. Et même si on peut être un peu déçu puisqu'elle ne joue aucun rôle dans la défaite d'Aizen, je vois pas comment on peut la détester à ce niveau-là. Enfin si, je peux comprendre, mais dire que c'est un personnage qui sert à rien, là je peux pas être d'accord. Dans l'arc Fullbring, à peu près 1 an et demi après tout ça, on retrouve une Inoue plus mature, et qui semble plus sûre d'elle. C'est d'ailleurs bien représenté à travers le personnage de Riruka, qui malgré son côté hystérique trouvera en Inoue un modèle d'humanité, de gentillesse et de maturité. C'est désormais elle qui respecte et transmet les leçons qu'elle a apprises, tout comme Ichigo. En soi, on peut les voir comme les deux faces d'une même pièce. Mais pendant ce petit time skip, Inoue a aussi amélioré ses pouvoirs. Elle est devenue plus forte et étant donné qu'Ichigo, lui, ne peut plus combattre, elle est encore plus déterminée à être celle qui pourra le protéger coûte que coûte. Par contre, j'aurais quand même aimé, encore une fois, qu'elle joue un rôle plus décisif ici, notamment avec le délire de Tsukishima et tout, mais bon, elle est quand même pas mal mise en avant. Pour ce qui est de l'arc final, par contre, elle sera vraiment en retrait. Mais encore une fois, elle est loin d'être inutile. Déjà, sachez qu'elle a sauvé la vie de certains de vos Shinigami préférés, et de plein de randoms aussi. Je l'ai déjà dit, mais ses pouvoirs de soin et de défense sont exceptionnels, et c'est elle qui sauve la vie à Isagi, qui allait mourir après s'être fait shooter par l'île Barreau. Mais ça c'est pas dans le manga, on l'apprend dans Ken Fear Your Own World, donc oubliez pas d'aller voir ma playlist là-dessus si vous voulez en savoir plus. Mais elle a quand même son moment dans cet arc, et quel moment. Bon ok, ça peut paraître un peu forcé, vu que dans cet arc, comme j'ai dit, elle a peu d'utilité. Mais bon, c'était un peu obligé pour boucler le développement du perso. Je parle bien sûr du combat face à Yua, où elle est en soutien d'Ichigo, qui compte grandement sur elle pour assurer ses arrières, et cette fois sa détermination est au max. À plusieurs moments, elle sera en mesure de remettre le Shinigami remplaçant sur les rails, alors que Yua tente de le déstabiliser, et son bouclier sera utile plus d'une fois. Et là, les dessins. Si vous êtes ici et que vous êtes resté jusqu'à ce point de la vidéo, c'est que logiquement vous kiffez Bleach, donc prenons un moment pour contempler un peu ses planches, ses expressions. Il n'y a pas besoin de parler, on comprend que les deux sont en osmose. Imaginez la scène en animé, quand Inoue va voir Ichigo en mode Horn of Salvation. Ça va être la folie. Sa dernière action marquante dans le manga va être de réparer Tensa Zangetsu grâce à son pouvoir, une fois que Tsukishima aura créé une timeline dans laquelle celui-ci n'est pas détruit. Sans ça, autant dire que Yua aurait probablement jamais perdu d'ailleurs. C'est donc l'heure du dernier chapitre, qui confirme bien entendu l'évidence, et nous montre Ichigo et Inoue, 10 ans plus tard. On découvre aussi qu'ils ont un fils, Kazui Kurosaki, qui a des pouvoirs de Shinigami. Mais j'espère qu'on va en rester là et qu'on n'aura pas de suite avec lui, perso je préfère largement explorer le passé de Soul Society ou des trucs du genre, plutôt que voir une éventuelle suite qui aurait sûrement pas grand chose à raconter. En tout cas, c'est comme ça que s'achève l'histoire d'Inoue Orihime, et vous aurez sûrement capté que c'est un personnage que j'adore et pour lequel j'éprouve beaucoup de nostalgie, ce qui forcément peut biaiser mon jugement. Mais encore une fois, avec cette vidéo, je cherche pas à dire qu'Orihime est un personnage exceptionnel et trop bien développé. Le but c'est surtout de faire comprendre qu'elle est loin d'être inutile comme certains le disent, et qu'elle est loin d'être juste une princesse à sauver qui fait rien d'elle-même et qui raconte rien. Enfin bon, je pense que maintenant vous avez capté mon point de vue sur le perso, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.